La petite princesse s'en va combattre le dragon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon curieux booktube féministe. Alors je l'avoue tout de suite, oui, le titre de cette vidéo est très fortement inspiré de l'excellent roman graphique d'Émile Ferris, Moi ce que j'aime c'est les monstres, qui a été publié aux éditions Monsieur Toussaint Louverture en 2019. Et je ne vais même pas vous en parler en vrai, alors je vais quand même vous en parler un tout petit peu parce que ce serait pas juste sinon. D'autant plus que c'est vraiment un roman graphique absolument incroyable, tant sur le plan de l'illustration que du récit. Donc vraiment, lisez, moi ce que j'aime, c'est les monstres. Cette parenthèse inaugurale refermée, ce dont je vais vous parler en fait aujourd'hui, ce sont des vampires. À commencer par le plus célèbre d'entre eux, le comte Dracula, héros du roman éponyme de Bram Stoker, qui a été publié donc d'abord en Grande-Bretagne pour la première fois en 1897. C'était pas la première fois qu'un roman fantastique abordait cette thématique du vampire, il y en a eu d'autres avant, mais c'est un roman qui a vraiment marqué l'histoire du roman fantastique parce que ça a été la première fois que l'on considère le vampire non pas comme une créature démoniaque à haïr, mais aussi comme un humain damné et qui donc va susciter une forme de pitié. Alors je dois vous avouer que c'est un roman que je n'ai pas lu, ou du moins que je n'avais pas lu avant de préparer cette vidéo. Mais du coup, moi ça m'a donné envie, je me suis dit que c'était l'occasion, donc je me suis lancée dans la lecture de Dracula, mais je n'en suis qu'au tout début, alors je ne peux pas vous en dire grand chose pour le moment. Dans tous les cas, Dracula est depuis plus de 100 ans un personnage qui n'a de cesse d'être réinventé. On compte par exemple près de 200 adaptations cinématographiques, alors qui ne sont pas forcément des adaptations très fidèles du roman, mais qui sont autant de films où le personnage de Dracula est le personnage central. Dracula a aussi été adapté par exemple au théâtre, en pièces radiophoniques, en BD. Et tout récemment, là en tout début d'année, en janvier 2020, il a fait l'objet d'une mini-série, une adaptation en mini-série par Netflix en collaboration avec la BBC. C'est 3 épisodes de 90 minutes. Moi j'ai vu uniquement le premier épisode pour l'instant, donc sur les 3, donc je ne peux pas vous en dire grand chose, si ce n'est que ce premier épisode était gothique, glauque et gore à souhait, donc à réserver quand même à un public très averti. Et cette série va aussi être l'occasion de ce qu'on appelle un gender swap, c'est-à-dire que l'un des personnages originaux du roman va changer de sexe dans l'adaptation. Donc c'est le cas là du docteur Abraham Van Helsing, qui dans l'adaptation en mini-série devient Agatha Van Helsing, qui est une nonne carrément badass de ce que j'en ai vu jusqu'à présent, donc il me tarde de voir les 2 épisodes suivants. Je vous parle de ça parce que si vous avez regardé ma vidéo sur Héroïque d'Ina Shevchenko, je vous ai expliqué que ma première icône pop féministe, ça avait été Buffy. Buffy de la série culte Buffy contre les vampires de Joss Whedon, qui a été diffusée en 7 saisons entre 1997 et 2003. J'étais ado à l'époque et je passais mes samedis soirs devant la trilogie du samedi comme beaucoup d'ados. Quand j'étais pas là, le magnétoscope faisait le boulot. Et Buffy était pour moi la série phare de cette émission. Au cas où certaines et certains seraient passés à côté de ce phénomène, Buffy, c'est une jeune lycéenne de 16 ans. Ça, c'est le jour, elle va au lycée de Sunnydale. Mais la nuit, c'est une tueuse, elle va chasser les vampires. C'est pas un choix de sa part, en fait, c'est l'élu. Et elle n'a pas vraiment le choix, donc d'autant plus que la ville de Sunnydale où elle habite est construite sur une bouche de l'enfer. Pour l'aider dans sa mission, il va y avoir son observateur, Giles, qui est également le bibliothécaire du lycée. Et elle va être entourée aussi de ses amis qui vont très vite découvrir son secret, Willow, Alex et Cordelia. Buffy va bien évidemment tomber amoureuse d'un vampire, Angel qui a en fait subi une malédiction
qui lui a rendu son âme en fait, ce qui fait qu'il se souvient de tout le mal qu'il a pu faire, et c'est donc un vampire gentil, torturé. Le grand amour de Buffy. Et voilà, donc ça c'est vraiment le pitch de la première saison. Tout ça va évidemment évoluer, les enjeux vont beaucoup évoluer au fil des 7 saisons. Alors quand je vous dis que Buffy a été ma première icône pop féministe, évidemment c'est avec mon regard d'adulte aujourd'hui que je vous dis ça. Quand j'avais 14 ans ou 15 ans, je l'aurais certainement pas exprimé comme ça. Mais dans le paysage télévisuel de l'époque, Buffy c'était la première série ou une des premières séries à totalement déconstruire les clichés, notamment le cliché de la blonde dans le film d'horreur qui est jolie, qui a une forte poitrine, qui va beaucoup crier, beaucoup courir, mais qui va quand même finir découpé en morceaux. La particularité de Buffy, c'est que certes c'est une héroïne qui va être extrêmement forte, extrêmement puissante, qui sait se battre, qui sait utiliser des armes. Il y a notamment une scène assez incroyable avec un bazooka. Mais Buffy, c'est aussi une jeune adolescente, une jeune fille qui va avoir le cœur brisé, qui va souffrir de l'absence de son père ou du fait d'être différente des autres. De là à dire que vampire et démon seraient une métaphore de l'adolescence, il n'y a qu'un pas. Le personnage de Buffy n'est pas du tout le seul personnage fort de la série, le seul personnage féminin fort. Il y a notamment sa meilleure amie Willow, qui au début de la série va être la jeune fille première de la classe, peu sûre d'elle, et Willow va devenir au fil des saisons une puissante sorcière, tout comme sa compagne Tara. Ça aussi c'est extrêmement important, parce que cette relation lesbienne entre Willow et Tara, elle va vraiment marquer fortement le paysage télévisuel à cette époque-là, parce qu'en 2001, donc il y a moins de 20 ans, en 2001, dans la saison 5, dans un épisode qui s'appelle Orpheline, qui est un épisode absolument tragique de la série, cet épisode, il va être l'objet du premier baiser montré face caméra entre Willow et Tara. C'est le premier baiser lesbien montré à la télévision américaine. Avant ça, il y avait déjà des personnages homosexuels dans les séries, mais ils allaient soit être extrêmement caricaturaux, soit jamais montrés dans une situation intime. Donc cette relation et ce baiser, ils vont vraiment changer la donne en fait pour les séries à venir. J'ai envie de vous parler aussi de la fin de cette série parce que j'estime qu'une série qui est finie depuis presque 20 ans, c'est pas spoiler que de vous raconter la fin. Mais vraiment, si vous ne l'avez pas encore vu et que je vous ai donné envie, vous pouvez vous boucher les oreilles pendant une dizaine de secondes. La fin de cette série, elle va vraiment symboliser la démocratisation de l'héroïsme. En fait, Buffy, donc je vous l'ai dit, c'est l'élu, c'est-à-dire qu'en fait un conseil que l'on imagine composé de représentants masculins d'un certain âge a décidé qu'à chaque génération, une jeune fille de 16 ans irait combattre et qu'elle serait remplacée par une autre dès qu'elle serait tuée. Honnêtement, son espérance de vie n'est pas très longue. Ça vend du rêve. Et Buffy, en fait, elle va totalement reconfigurer tout ça. Et dans la dernière saison, elle va activer toutes les tueuses potentielles. Et donc, elles vont être toutes les tueuses en même temps. Elles vont être ensemble. Elles vont empêcher la fin du monde. Et ce que ça nous montre, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une héroïne qui va venir toutes nous sauver. C'est qu'on peut toutes être des héroïnes et toutes prendre part à l'action. Alors en vrai, vous l'avez sans doute compris, je pourrais vous parler de cette série pendant des heures, mais je ne vais pas le faire. Mais à vrai dire, je ne suis pas la seule parce qu'en fait, Buffy, avec la série britannique The Wire, ce sont les deux séries en fait qui ont été le plus étudiées à l'université, qui ont fait l'objet du plus de recherches sur donc, des objets de la pop culture. Et moi-même, donc à un niveau moindre, dans le cadre de mon master en littérature d'enfance et de jeunesse, j'ai eu un cours sur la dark fantasy et j'avais rédigé dans ce cadre un essai portant sur Buffy contre les vampires et j'avais trouvé ça absolument incroyable. Si je vous ai parlé de ça aussi, c'est parce qu'en début d'année 2020 est sorti un reboot de la série sous forme de comics. À ne pas confondre avec les comics Buffy contre les vampires qui existent depuis 1998 et qui sont vraiment dans la continuité de la série.
Là, donc il s'agit d'un reboot, c'est-à-dire que la série va être entièrement repart à zéro en fait. Donc au début de ce comics qui s'appelle L'Enfer du lycée, qui est paru chez Panini Comics, on retrouve Buffy quand elle a 16 ans, quand elle entre au lycée de Sunnydale, etc. La différence, elle va être quand même dans le fait que déjà la version comics va se passer aujourd'hui. Donc les personnages vont avoir des smartphones, vont utiliser Internet, etc. Les personnages vont être les mêmes, ils vont d'ailleurs ressembler aux acteurs de la série télévisée, mais ils vont être partiellement reconfigurés en fait. Par exemple, Willow, dont je vous parlais tout à l'heure, par sa relation lesbienne, qui dans la série en fait n'apparaît qu'au bout de quelques saisons, et bien là, dans le comics, elle va d'entrée être dans une relation amoureuse avec une autre jeune fille. Alors je dois avouer que j'ai acheté ce comics un petit peu sur un coup de tête, déjà parce que je ne lis pas beaucoup de comics, et aussi parce que je ne suis pas très fan des reboots, remakes, etc. qui fleurissent vraiment en ce moment, qui sont vraiment très à la mode. D'ailleurs, Joss Whedon, il y a quelques temps, avait teasé sur un reboot vraiment série, donc de Buffy, qui avait fait le buzz parce qu'il avait choisi une actrice noire pour jouer le rôle de Buffy, ce qui apparemment en 2019 posait encore problème. Mais voilà, les reboots, c'est pas trop mon truc, je pense même pas que je regarderai le reboot série télé. Mais là, j'ai eu envie de tenter ma chance, je ne m'attendais vraiment pas à grand chose. Et ben, au contraire, ça a été vraiment une très bonne surprise et j'ai vraiment apprécié ma lecture. Je vous la recommande si vous êtes fan de Buffy. Pour les nostalgiques des années 90 toujours, la maison d'édition Killin a proposé toute une collection d'albums qui reprennent les séries et films cultes des années 90, donc dont Buffy. Mais il y a aussi par exemple E.T., Maman j'ai raté l'avion, Karate Kid. Alors, j'ai pas eu le plaisir de lire Buffy pour l'instant, j'en ai lu quelques autres, on les a tous achetés pour ma ludomédiathèque, donc j'attends avec impatience de pouvoir les lire. Mais je trouve que c'était vraiment une idée hyper chouette comme ça, en tant qu'adulte aujourd'hui, de pouvoir partager avec des plus jeunes ces moments cultes en fait de notre enfance à nous. Donc je trouve que c'est vraiment une super idée de la maison d'édition. Bon, je vous ai parlé de Buffy, je vous ai parlé de Dracula. Je ne vous ai pas parlé de la bitlite des années 2000, de Twilight et de ces vampires qui brillent au soleil. Alors ça va être un euphémisme si je vous dis que je ne suis pas une grande fan de Twilight, mais je sais que ça a été la série doudou de beaucoup d'adolescents, d'adolescentes surtout, on va pas se mentir, que ça l'est encore, que c'est une série que vous aimez certains, certaines, beaucoup. Donc voilà, c'est pas du tout un jugement de ma part. Si vous adorez Twilight, et bien continuez à lire, à relire Twilight et juste faites-vous plaisir. Moi, c'est pas du tout mon style. Déjà, les romances, de manière générale, ça m'agace beaucoup. Encore plus quand l'héroïne va se pâmer devant le beau héros viril qui va la protéger. Et surtout, pour moi, Twilight, ça met en avant des valeurs qui sont vraiment très éloignées du féminisme. Donc voilà, c'est pas une saga pour moi. Ce dont je vais vous parler par contre avec là un vrai engagement féministe, c'est un roman qui n'est pas encore sorti, qui devrait sortir là en mai 2020. J'ai eu la chance de le lire en avant-première sur NetGalley. C'est le roman de Cordelia, Alana et l'enfant vampire qui va paraître chez Scrinéo. Dans ce roman, Alana est issue d'une lignée de médiateurs et de médiatrices. Et donc ce sont des personnes qui vont faire le lien entre les humains et les vampires, l'idée étant d'empêcher que des conflits entre vampires ou humains-vampires ne viennent perturber vraiment le monde des humains. Alana va découvrir un enfant vampire, ce qui est totalement interdit par la loi vampire, et donc ça va conduire à tout un ensemble de rebondissements. Alors il s'agit d'un roman fantastique jeunesse qui va être assez classique dans sa construction, ce qui n'est pas un défaut. Mais surtout ce qui va être vraiment intéressant dans ce roman, c'est qu'il va aborder des sujets qui sont au final peu abordés dans la littérature de jeunesse, et quand ils le sont, c'est vraiment l'enjeu problématique du roman, alors que là, pas du tout. Par exemple, Alana, sa meilleure amie, donc elle s'appelle Olympe, et Olympe, à un moment donné, elle va se poser des questions sur elle, sur son corps, sur son genre. Est-ce qu'elle est fille ou pas? Elle ne se sent pas vraiment fille, donc elle se pose beaucoup de questions. Et
Du coup, à partir de ce moment-là, Alana va utiliser le pronom IL. Elle va utiliser l'écriture inclusive pour parler d'Olympe. Et du coup, ça se fait de façon très naturelle. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Si vous êtes habitué d'Instagram ou des blogs livresques, vous connaissez peut-être donc l'autrice Cordelia, qui a un blog depuis plusieurs années et qui est notamment militante LGBT+. L'autre élément que j'ai trouvé chouette dans ce roman, c'est qu'il est vraiment plein de références à Buffy, à Dracula, à Twilight, à Anne Rice aussi, que je n'ai personnellement pas lu, du moins pas dans sa partie vampire. C'est vraiment des œuvres qui ne m'attirent pas du tout. Alors si vous êtes très fan d'Anne Rice, n'hésitez pas à essayer de me convaincre dans les commentaires, je suis bon public, donc vous devriez pouvoir vous en sortir. Pour en revenir au roman, donc il s'inscrit vraiment dans cette lignée en fait. Cordelia, elle prétend pas réinventer le mythe du vampire, elle s'inscrit vraiment dans cette lignée, dans cette mythologie qui continue tout le temps à se réinventer, et je trouve que c'est vraiment ce qui fait son charme, et c'est ce qui fait que moi, ce que j'aime, c'est les vampires, à l'exception d'Edward Cullen. Désolée. Voilà pour cette 12e vidéo. Si j'ai bien fait mon boulot, elle vous a donné envie de regarder ou de re-regarder Buffy pour la 142e fois si vous êtes un petit peu comme moi. Peut-être de découvrir ce reboot comics ou la version album, pourquoi pas. Et toute cette littérature qui peut exister sur le mythe du vampire. Si vous avez des titres que vous adorez, que je n'ai pas cités là, n'hésitez pas à me les citer en commentaire. Moi, ça me fera toujours plaisir de lire, de découvrir de nouvelles choses. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit pouce levé, quelque chose qui me montre que vous êtes là. Merci encore et à très bientôt. À commencer par le plus célèbre d'entre eux, le comte Dracula, personnage du roman héronyme de Bram Stoker, du roman héronyme. Je ne sais pas ce qu'est un roman héronyme.